Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive, où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Voilà. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok. DMG TV toujours. On va écouter aujourd'hui 10 histoires mystiques. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent des histoires au quotidien. Sachez que à chaque fois qu'on poste des histoires, ceux qui envoient des histoires là lisent les commentaires. Donc si vous avez un truc à passer, un message à communiquer à ces intervenants-là, faites-le dans les commentaires, genre H3 pour dire histoire numéro 3, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. H4, histoire numéro 4, il faut faire ci, il faut faire ça. Merci beaucoup. Donc, écoutons les histoires. Première histoire. Je vais vous raconter une autre histoire. Ça, c'est moi-même dans ma propre famille. J'avais un oncle qui était à Bangou. Il avait marié une femme de l'Afrique de l'Ouest. Je ne dirais pas le pays. Donc, il travaillait, il était dans un village. Il a croisé la fille dans le village. Ils se sont aimés. Ils se sont mariés. La fille, elle a fait un enfant. Quand elle a fait deuxième enfant, net, mon oncle est décédé. Donc, la famille a dit, bon, comme c'est comme ça, on va la donner quand même au petit frère à cause des enfants. Donc, ils l'ont fait venir à Abidjan. Mon oncle, maintenant, le deuxième qu'elle devait prendre, lui, il était à Bobo. Il était marié. Lui, il était avec sa femme. Lui et sa femme, ils ont fait plus de 20 ans, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Mais les deux s'aimaient tous les jours, ils s'aimaient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, quand cette dernière arrivait avec ses deux enfants, ils l'ont remarié à ce dernier. Elle a fait un enfant. Quand elle a fait un enfant, la femme de mon oncle est décédée. Quand elle a fait deuxième enfant, mon oncle il est décédé. Donc, qui va la prendre? Donc, elle a Bobo. Nous, on a commencé. Vu qu'elle doit payer la maison, tout ça. Donc, venez chez nous à la maison, venez laver les habits des parents, tout ça, faire la lessive, faire des trucs. Et puis, on lui donnait un peu d'argent, ça la dépannait. Ça fait qu'elle arrivait à payer sa maison. Donc, j'ai un cousin qui était au village, qui était avec une copine. La maman de ce dernier-là, elle dit, elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas que mon cousin la marie cette fille-là. Donc mon cousin a pris cette fille, il a fui, il est venu habiter chez nous à Koumassi. Mon papa les a reçus, mon papa les a donné une maison. Ils ont vécu là, ils ont vécu là. Après, mon cousin allait prendre une maison. Quand il allait prendre la maison, il a vécu avec la fille. La fille est décédée. Donc il est revenu en famille chez nous. Donc cette dame-là, qui a perdu son deuxième mari, et puis ma tante, la femme de son deuxième mari qui est mon oncle, et puis la femme de mon oncle là, vu qu'elle venait nettoyer les trucs à la maison, elle venait faire la lessive, tout ça, on lui donnait de l'argent pour payer son loyer. Elle, elle n'a vu personne dans la famille, c'est mon cousin là, elle veut, pourtant elle est très âgée que lui. Oh, mon cousin, lui, il avait une fille au village, ils avaient le même âge, la maman de ce dernier a refusé le mariage. Donc, lui, il est à la maison chez nous maintenant. Il est parti prendre la maison là, avec sa copine. Elle est décédée. Donc, il est revenu en famille. Il est très jeune. Elle vient faire la lessive, tout ça. Elle met son regard sur ce dernier-là. Elle-même, elle impose. Elle dit que c'est celui-là qu'elle veut prendre maintenant dans la famille. Moi, mon papa ne pouvait pas s'imposer. Donc, lui, il a dit non, lui, il ne veut pas. On n'a même pas pensé côté mystique. Hein. Lui, il a dit non, lui, il ne veut pas. Il est plus jeune qu'elle, tout ça. Et puis, il n'aime pas, il ne veut pas. Ce dernier-là, sa maman, elle est quittée au village. Elle est venue habiter chez nous à la maison. Elle dit obligatoirement, son fils n'a qu'à marier cette dernière-là. Moi, je dis, mais elle a pris mon oncle au village là-bas. 2 enfants, il est décédé. Elle est revenue se remarier à l'autre oncle. Dès qu'elle a fait un enfant, sa femme est décédée. Dès qu'elle a fait 2e enfant, mon oncle est décédé. Et pourquoi vous voulez que lui, elle se remarie à celui-là? Pourtant, lui, il est plus jeune. Il dit, il ne veut pas. La maman de ce dernier-là, il dit, tant que son fils ne marie pas la femme là, qu'il ne la laisse pas. Donc au début, on n'a pas vu côté mystique, sorcellerie. Donc le jeune s'imposait, il a dit, il ne veut pas. Chaque matin, il se levait, elle engueulait le jeune, son fils quoi. Mais il ne cédait pas. Finalement, comme on est musulman, elle a commencé à rentrer dans le fait de je vais te maudire,
je vais te maudire, je vais te maudire, je vais te maudire. Chaque matin, tant que le jeune n'accepte pas le mariage, elle ne retournera pas au village. C'est là, moi, j'ai trouvé ça louche. J'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Quelqu'un qui est plus âgé que ton fils, qui a fait combien de mariages, et puis les enfants, les maris sont décédés. Ton fils, il a eu une jeune fille, tu dis tu veux pas. Tu n'as jamais accepté ça. Mais cette dernière-là, qui a beaucoup d'enfants et qui est plus âgée, c'est là tu dis que non, ton fils n'a qu'à la marier. Et ton fils dit veut pas. Et tu commences, tu dis, s'il ne la marie pas, toi tu n'iras pas tant que le mariage ne se fait pas. Et chaque matin, tu te lèves, tu la maudis. Il dit, c'est pas normal. Donc moi j'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, tu vois, j'ai expliqué tout ça, tu vois. Lui dit, lui-même il a su ça, il voit que c'est un peu mystique. Jean, j'ai dit, ce que tu vas faire, il faut quitter la cour. Donc il a quitté, il est parti habiter à Yopougon. Il a disparu de la famille. La maman, elle est restée, elle a vu que ça ne va pas, son fils n'est pas là. Elle a pris les bagages, elle est retournée au village. Et cette dernière, elle a pris ses bagages et elle est rentrée en famille. Au fait, moi, ce que j'avais conclu, ce que j'avais compris dans cette histoire-là, la maman même voulait tuer son fils. Donc, vu qu'elle ne peut pas tuer son fils, celle-là, c'est une sorcière. Si elle acceptait, si le jeune acceptait de se marier à celle-là, elle allait passer par cette dernière pour tuer son fils. Parce qu'on a déjà vu ça avec un parent. On avait un parent là, sa maman n'arrivait pas à tuer elle-même son propre fils. Donc, elle est partie marier une femme pour venir donner à son fils. Quand son fils a accepté cette femme-là, son fils est décédé après. Mais comme son âme était très dure, donc la femme-là a fini par confesser. Elle a dit oui, effectivement, sa belle-mère voulait tuer elle-même son propre fils. Mais comme elle ne pouvait pas, donc voilà pourquoi la belle-mère allait la marier et la belle-mère passait par elle pour tuer son fils. Et moi, j'ai compris que ce cousin-là, c'était la même chose qui devait se reproduire. Aujourd'hui, il vit, il est marié, tout et tout. Sa maman même, elle est décédée. Et cette femme-là, elle a pris ses 4 enfants-là, elle est partie. Elle est de l'Afrique de l'Ouest, elle n'est pas de chez nous. On ne l'a plus jamais revue jusqu'aujourd'hui. Et bien avant tout ça, là, quand elle a commencé à venir chez nous à la maison pour faire nettoyer tout et tout, moi, j'étais parti en voyage à Boisseau. Et je suis resté là-bas. Quand elle est arrivée, deux fois, elle pouvait faire 2 jours, 3 jours chez nous avant de partir à Bobo, ou 2 fois, elle partait. Mais moi, j'étais à Boisseau, et puis j'ai rêvé, j'ai vu un gros python dans la maison. Dès que je suis arrivé 2 jours après, elle me dit, ah, je suis venu chez vous. J'ai dit, oui, effectivement. J'ai dit, j'étais à Boisseau. Depuis à Boisseau, je t'ai vu. Elle n'a rien dit. Mais je n'avais pas fait le lien avec tout ça. C'est après, quand j'ai vu la maman commencer à réellement menacer son fils de le maudire, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là que j'ai compris que cette vieille-là, c'est une sorcière. Elle voulait livrer son fils. Mais comme elle ne peut pas l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par celle-là. Donc, c'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame, une griotte à Grand Bassam. J'étais très jeune. Je vais l'appeler Awa. C'est une griotte qui ne passait pas inaperçue. Au marché, quand elle arrivait, elle chante. Elle était grande, en forme comme ça. Tout le monde la connaissait. La dame Awa, un jour, un matin, on se réveille à Grand Bassam. On dit qu'ils ont retrouvé un corps au bord de la lagune. La lagune à l'abattoir, quoi. L'abattoir, c'est au bord de la lagune. 2 enfants qui sont partis à la pêche, ils ont retrouvé un corps. Donc la rumeur est partie comme ça dans la ville. Tout le monde est venu, la police, tout le monde est arrivé. Le corps, ils l'ont mis sur un tronc d'arbre. Mais le corps n'avait pas de tête, n'avait pas de sexe, n'avait pas de sein. Donc personne ne savait qui c'était. Tout le monde se posait la question, mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Il y a un jeune dans la foule qui a dit, oui, lui c'est sa maman. Les gens lui ont demandé, mais comment tu sais que c'est ta maman? Il dit, oui, le bracelet qu'elle porte là, c'est moi qui ai fait pour elle sur bijoutier. C'est ma maman. Et c'est comme ça tout le monde a su que c'était la dame Awa. Donc ses parents ont pris le corps, sont partis, ils ont fait le funérail. Awa avait son meilleur ami que je vais nommer Moussa. Moussa, c'était son bras droit sûr. Eux, à Bramassam, quand les autorités venaient, ce sont eux qui étaient devant en tant que, voilà, les représentants aussi, quoi. Donc, il y a des gens qui les enviaient même aussi. Donc, pendant le funérail, il paraît que c'est Moussa qui a financé tout le funérail. Et pendant le funérail, Moussa a beaucoup pleuré. Mais les parents de Awa disent qu'eux ne vont pas laisser cette histoire-là. La personne qui a fait ça, il faut que la personne se dénonce. Donc, ils sont rentrés un peu partout. Un an est passé. 2e année, un matin, voilà, Moussa, fou, il est devenu comme quelqu'un qui est fou. Chez lui à la maison, il a commencé à se déshabiller, il parle. Oui, c'est nous, on a tué Awa, je suis dedans. Oui, mais je ne suis pas seul. Il y a les autorités aussi dedans. Même si je vais en prison, je ne vais pas durer. Donc c'est comme ça. Excusez-moi, je suis un peu grippé, quoi. C'est comme ça, ils ont pris
Moussa et puis ils sont partis avec lui à la police. Moussa est parti en prison, il a fait une histoire de 2 ans. Après 2 ans, quand il est sorti, Moussa est décédé. Parce qu'il avait beaucoup honte. Ça, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais moi, la rumeur circulait que c'est la honte qui a fait parce que Awa, c'était sa meilleure amie. Donc, il n'a pas supporté au fait. Donc, il est décédé. Donc, quand Moussa est décédé, c'est là maintenant on va prendre une histoire comme quoi Awa avait sa petite griotte qui chantait avec elle. Donc, cette petite griotte-là, quand lui dit viens, allons là, grâce à Awa, elle gagne un peu d'argent. Elle suit Awa. Quand Awa lui dit allons là, elle suit Awa, elle gagne. Grâce à Awa, elle gagne un peu parce qu'Awa était connue. Donc, que Awa est venue une nuit chez la petite griotte à la maison pour lui dire viens, on va aller chanter à Abidjan. Et la petite griotte a dit Abidjan, la nuit là, on ne peut pas attendre demain. Que non, c'est la nuit, là, on va aller, on va dormir à l'hôtel, et puis demain, on va chanter, on va avoir beaucoup d'argent, et puis on va venir. Donc, la petite griotte a dit attends, je vais demander l'avis de mon mari. Donc, elle allait voir son mari lui a dit non, tu ne vas pas à Abidjan la nuit là. Si tu vas, demain, tu viens trouver tes bagages, moi je divorce. Donc la petite a dit, ah ouais, vraiment, je suis désolé, mon mari ne veut pas. Ce qu'on va faire, toi, tu vas partir et demain, moi, je te trouve à Abidjan. Donc, elle n'avait plus le choix. Donc là, elle doit accompagner Awa. Donc, Awa, en partant, Awa était devant, elle était derrière. Dès qu'elles sont sorties de la cour, la petite Guillotte qui explique que dès qu'elles sont sorties de la cour, il y a une voiture qui était là, une grosse voiture teintée qui était là, et il y avait 2 mecs à côté. Et Awa était devant, la petite, elle a eu le reflet de s'arrêter. Et Awa s'avançait vers les 2 messieurs, mais elle a entendu leur conversation. Mais c'est qui doit donner là depuis là? Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour. On ne peut plus attendre, il faut que ça se fasse aujourd'hui. Après aujourd'hui, c'est fini, voilà, c'est aujourd'hui. Donc Awa qui dit, ah non, c'est ma petite là, je voulais donner, mais vraiment, son mari dit, il ne faut pas, il va partir. Donc les gens là lui ont dit, bon, monte dans la voiture, monte dans la voiture, on partit. Donc ils sont montés avec elle dans la voiture, ils sont partis. C'est comme ça, ils sont partis, et puis Awa, elle est décédée. Donc voilà. Et il y avait un boucher aussi, vers 2 h du matin, qui devait venir à l'abattoir. Il paraît que lui aussi, il a parlé, il a dit que non. Quand il est arrivé vers 2 h du matin, il a suivi ça. Donc il s'est caché, il les a regardés. Il a vu les gars lutter avec Awa, qu'ils ont vraiment lutté avec elle, mais ils ont fini par la voir. Donc le jour où on l'a tué là, même son ami Moussa était là. Voilà pourquoi il pleurait beaucoup. Mais apparemment, Awa, elle était sûre de donner sa petite copine là, qui est toujours avec elle, parce qu'elle est sûre que quand la fille vient là, la fille va. Passe là, la fille passe. Donc elle était sûre de donner sa petite copine là. Voilà pourquoi elle a pris l'argent avec les autorités. Et moi, je me rappelle très bien aussi à cette période-là, Awa, quand on la voyait, elle avait commencé à mettre les produits éclaircissants, elle commençait à changer les pains wax. Chaque jour, elle changeait les pains wax, mais personne ne s'est posé la question. Et aussi, beaucoup la voyaient aussi devant l'hôpital de Grand Bassam. Et toujours des voitures garées teintées, les vitres sont teintées. Bon, on ne sait pas c'est qui, parce que mais tout le monde savait que c'est les gens qui marchent avec des autorités. Voilà, moi, mais je l'ai déjà vu comme ça. Et devant l'hôpital, et une grosse voiture, elle a arrêté là, elle cause avec eux. Non, on passe. Nous, il y a d'autres mecs qui l'enviaient parce qu'elle, au moins, on se disait, elle, au moins, si elle est dans les 4 pattes des autorités. Or, c'était des choses comme ça, peut-être qu'ils avaient l'habitude de faire. Bon, c'était ma petite histoire, merci. Tous les anciens de Bassam, ils reconnaîtront cette histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Allô DMG, j'espère que tu vas bien. C'est encore moi, je profite pour te raconter une autre histoire qui m'avait été racontée. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu la vie à cause de sa mère et de ses grillés à elle, à cette fille-là. Donc, voilà l'histoire. C'est l'histoire d'une fille, donc, les genres de fille, elle était très belle et tout et tout. Donc, elle sortait maintenant, elle sortait avec des hommes pour s'occuper d'elle, pour l'entretenir. Donc, pour que ces hommes-là puissent se plier à ses exigences, puissent leur donner beaucoup d'argent et tout, elle était un peu partie toucher des gris-gris, rentrer dans des choses. Donc, sa mère, maintenant, elle avait juste sa mère. Et sa mère, c'est le genre de maman, bon, l'enfant l'entretient et tout. Elle pose pas vraiment la question de oh, où vient ton argent ou quoi que ce soit. Elle savait que son enfant avait des hommes qui s'occupaient d'elle, mais bon, pas plus, elle ne demandait pas. Elle était en train de jouir de son argent. Donc, il y avait des gens qui venaient chez elle, des voitures chères. Elle louait une grande maison. Elle avait construit, désolé, une grande maison à cause
de tout ce qu'elle faisait. Elle construit une maison pour sa mère et elle. Et ils habitaient à deux. Il y avait des voitures qui venaient s'élever devant chez elle. Et tout, et tout, et tout, voilà. Maintenant, ça s'avérait que chaque jour, à partir de midi, la fille préparait du riz qu'elle versait dans un pot. Au pays, on a un genre de pot en plastique que les gens pissent avec et il y a un couvercle là-dessus et une manche pour tenir. Donc, chaque matin, et chaque jour, plutôt à midi, elle prenait le riz, elle renversait dans ce pot-là, elle allait avec ça dans la douche. Donc, elle faisait ça tous les jours. Et maintenant, un jour, c'est arrivé que la fille est tombée malade, elle ne se sentait pas bien, euh, et tout, et tout, et tout. Bon, comme elle ne se sentait pas bien, elle avait un peu mal au ventre, elle n'arrivait pas à se lever du lit. Elle a dit à sa mère, donc, s'il te plaît, maman, cuisine-moi du riz. Pas toujours du riz blanc. Cuisine-moi du riz. Je vais venir prendre. Maintenant, sa mère posait des questions. Ah, mais ma fille, tous les jours, chaque jour, elle fait du riz. Mais je ne la vois jamais le manger et tout, mais ça disparaît. Donc aujourd'hui, je vais un peu aller voir qu'est-ce qu'elle fait avec ça parce que je la vois aller avec le pot dans la salle de bain. Je vais voir aujourd'hui. Sa mère a fait semblant de dire à sa fille, ok, moi, ok, je veux dire, Grâce, ok, Grâce, je t'ai fait ton riz, c'est sur la plaque, tu pourras aller le chercher. Moi, je sors. La maman a fait semblant de sortir. Et la fille, elle se lève, il était midi, elle se lève, elle prend le riz, elle déverse dans le pot. Elle prend le pot, elle va avec ça dans la douche. Et la fille se déshabille, elle s'accroupit, elle écarte les jambes et il y a une souris qui sort de son vagin, qui sort de ses parties intimes. Donc la souris sort du vagin et là la femme, elle avait pris le seau de riz, elle a renversé le riz par terre. Donc il y avait le riz par terre dans la douche. Et elle s'est accroupie, elle a écarté les jambes, la souris est sortie. La souris a commencé à manger le riz un à un, un à un. Et sa mère regardait. Sa mère étonnée, au lieu de rester tranquille, de regarder ou de partir, la mère a crié le nom de la fille comme Grâce. Et là, la souris a eu peur. La souris a couru. Elle est vite retournée dans le vagin de la fille. Et à l'immédiat, la fille tombe. Elle meurt directement sur le coup. Donc, et la mère, elle a appelé les gens sont venus. Et elle a commencé à pleurer. Et voilà l'histoire. La mère a tué son enfant. Donc, la mère a tué son enfant. L'enfant, déjà, à cause de l'envie de, d'être, de toucher beaucoup d'argent, d'être quelqu'un d'une mauvaise façon. Et la mère aussi, qui ne contrôle même pas sa fille, parce que sa fille la nourrit et tout. Elle ne se dit même pas où est-ce que ma fille trouve cet argent. Elle ne travaille pas. Elle est très, très jeune et tout, etc. Elle était là. Elle continue à bouffer son argent tranquillement. Et c'est juste parce que la curiosité l'a envahi de savoir pourquoi sa fille cuisinait du riz et mangeait ça, et prenait ça chaque midi. Et on ne savait même pas où le riz partait. Donc, à cause de ça, cette fille-là est décédée parce que la souris a été surprise, comme c'était une souris sorcellerie qui sortait pour manger le riz. Donc, ça fait que cette souris, quand elle mangeait le riz, elle se rassasiait, elle retournait. Elle faisait en sorte que les hommes qui couchaient avec cette fille faisaient tout ce qu'elle désirait. Ils lui donnaient tout ce qu'elle voulait. L'argent, les voitures, tout. Elle avait tout. Mais à cause de cette envie-là de tout avoir, elle a perdu la vie. Et voilà, c'est pourquoi j'aimerais dire aux parents de faire attention. Donc, c'est pas parce que ta fille te ramène de l'argent et tout que tu vas arrêter le contrôle. Tu vas arrêter un peu de vérifier, oui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et tout, etc. Tout ça parce que la fille te nourrit ou elle a construit la maison pour toi. Donc, parents faisant assez attention. Donc, c'est ça mon histoire. Je m'arrête là. Donc, DMG, je te souhaite une très bonne soirée. Donc, je dirais, abonnez-vous, likez et partagez. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire.
Bonsoir DMG et à tous vos abonnés aussi, bonsoir. Moi c'est Romuald, disons-le. Romuald. Je vis dans la ville de Yaoundé et j'ai une histoire que j'ai vécue moi-même que j'aimerais vous raconter. Il y a de cela pratiquement, je dirais, 11 ans, oui, 11 ans. Bon, j'étais à 11 ans, j'étais encore, je crois que je faisais terminale, un truc comme ça, oui. Alors, Hmm. J'ai une tante. On va l'appeler. Bon, on va l'appeler tante Alice pour éviter de donner son nom. C'est une tante qui autrefois consommait beaucoup d'alcool. Vraiment, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et c'était même avant ma naissance. Elle consommait beaucoup d'alcool. Gloire à Dieu, elle a trouvé Dieu, elle a arrêté de boire pendant plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est vraiment plusieurs années. Près de 20 ans, 25 ans sans toucher d'alcool. Elle est entrée dans une église, je me rappelle bien, bon, je ne vais pas donner le nom de l'église, mais c'était une église toute simple, une église de réveil, quoi. Alors, étant dans cette église, elle a fait l'église pendant plusieurs années, il n'y avait pas de problème, elle était à l'aise, elle a arrêté l'alcool, elle a arrêté la vie, parce que vous savez, l'alcool entraîne plusieurs autres choses, donc elle a arrêté toutes ces mauvaises choses pendant plus de 25 ans. Alors un jour, il y a un monsieur qui était très fortuné qui est entré dans leur église. Il est entré dans leur église, il a commencé à recruter les gens de l'église dans ses entreprises. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises électroménagers, un peu de tout. Et vous savez, le pasteur, l'homme de Dieu, a constaté que cet homme n'était pas clair. Bon, comme c'était un pasteur et c'était l'église, il ne pouvait pas le chasser, mais ce qu'il avait fait, c'est qu'il l'avait excommunié. En fait, ça, c'est elle qui me raconte à moi-même, mais avant que les problèmes n'arrivent. Bon, quand les problèmes arrivaient déjà, le pasteur l'avait excommunié et avait interdit que les gens de l'église continuent à aller travailler dans ces entreprises. Parce que le pasteur avait constaté que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui est dans des mauvaises choses, dans des sectes, quoi. Ma tante a fait la tessutesse. Faute de moyens, elle a continué à travailler avec lui, à l'encontre des recommandations du pasteur. Elle a continué à travailler avec lui. Elle a travaillé, travaillé. Quelques années après, subitement, elle recommence à boire. Quelque chose qu'elle a arrêté depuis des années. Quand je vous dis des années, cette femme ne voulait même plus voir l'alcool. Pendant au moins 20 ans, 25 ans, elle ne voulait même plus voir l'alcool. Elle a recommencé à boire, commencé à aller avec des hommes, plein de choses, commencé à avoir des comportements bizarres. Après, elle arrête. Elle recommence, elle arrête. Elle recommence, elle arrête. Un moment, elle-même, elle commence à sentir que là où elle travaille, parce qu'elle était caissière dans une de ces entreprises d'électroménager, elle avait un grand magasin d'électroménager. Elle commence à constater que dans ces caisses, il y a des manquants inexplicables et inexpliqués. Elle habitait seule à cette époque-là quand ça commence à déranger. Quand la famille a constaté qu'elle a déjà beaucoup de problèmes, la famille l'a ramenée à la maison familiale. Et à l'époque, comme j'étais au lycée, je vivais à la maison familiale et notre maison familiale, toute la famille, les parents avaient décidé de reconstruire parce que c'était pas vraiment très solide. On a décidé de reconstruire, de faire un truc un peu plus moderne, comme il y avait déjà plus de moyens. Donc c'est comme ça qu'elle est revenue à la maison familiale. Pendant que c'était en construction, d'autres personnes sont parties. Moi, j'étais resté. Je faisais terminale, j'étais au lycée. Elle aussi, elle est venue, on restait ensemble. Donc elle me racontait ses histoires. Comment elle a les manquants. Elle disait tout le temps, même à mes oncles, tout ça, à mon papa, que son patron veut la vendre. Bon, les parents, ils ne croyaient pas trop à ça. Ils se disaient que c'est un délire de l'alcool, tout ça. Elle m'a raconté tout, ce qu'elle se retrouve quand elle dort la nuit, elle se retrouve dans une espèce de réunion où elle est au milieu et on est en train de discuter sur son sort et que c'est son patron qui préside la réunion de tout un tas de choses. Elle me raconte.
Où j'ai commencé à comprendre que c'est sérieux, c'est qu'un soir, moi-même, je dormais, on était couchés dans une même chambre. Un soir, avec ma tante là, j'ai fait une espèce de rêve éveillé où euh, je me suis endormi et je sais pas si c'était un rêve parce que j'avais pas l'impression de rêver. J'ai vu des espèces de courtes personnes, comme des nains, avec des cheveux, des longs, longs cheveux, marcher sur nous, marcher sur nous, marcher sur nous. Je me réveille en sursautant. Je me dis que bon, c'était un rêve. Je vais me rendormir. Je me rendors, je revois la même chose. Et ça avait tellement l'air réel. Je sursaute encore. Je me rendors, revois la même chose. Je sursaute. À un moment, j'ai dit non, là, ça devient sérieux, ça, c'est plus un rêve. Moi, bon, pour vous dire la vérité, moi, j'ai pas l'habitude de rêver des choses pareilles. Donc, j'ai fui la chambre, je suis allé chez le voisin à côté dormir. Bon, je lui ai essayé, elle, je ne l'ai pas réveillée. C'est le matin que je lui ai parlé de ça. Bon, elle m'a dit que tu vois, quand je dis que ça ne va pas, là, elle a recommencé encore à boire, encore. Toute la semaine, elle buvait, elle a fait des tentatives de suicide même. Et elle avait une force herculéenne. Quand je dis une force herculéenne, c'est que quand elle commençait son désordre d'alcool, on veut l'arrêter, on ne pouvait pas l'arrêter. C'est comme ça qu'un jour, je m'en vais à l'école. Quand je rentre, je vois un attroupement chez nous. Je vois un monde fou. Il y a tout le quartier sorti. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Après un moment, je vois mes cousins passer sur la moto. Ils disent que ma tante s'est pendue. On l'a retrouvée pendue dans la cuisine, dans le chantier. J'arrive, bon, je n'avais pas vu le corps. On avait déjà fait sortir le corps. Il y avait la gendarmerie, tout. Donc c'est ça. Quand on part regarder même l'endroit où c'est pendu, on voit la corde qu'elle a utilisée. Tout le monde était stupéfait parce que c'était vraiment pas possible de monter là-bas. Donc c'est un peu ça mon histoire. Bon, la famille avait voulu commencer à faire des choses traditionnelles, mais finalement, bon, on a abandonné. Bon, c'était en fait ça mon histoire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique sur les phénomènes de réveil tôt et les dangers du vagabondage nocturne. Ce monde est fait de deux entités, c'est-à-dire le bien et le mal. Le bien qui, par son maître suprême, dont Dieu, fonctionne ou exerce plus de jour, donc sous la lumière, que de nuit. Et le mal qui, par le Satan et ses serviteurs, fonctionne plus de nuit, donc dans les ténèbres, que de jour. Bien que ces deux entités fonctionnent à plein temps, mais à part Dieu et les esprits bienveillants, nous, les êtres humains, nous sommes diminués pendant la nuit. Et de l'autre côté, le Satan et ses serviteurs sont diminués pendant la journée. Parce que vous allez observer que les phénomènes sataniques, mystiques se font plus de nuit que de jour. Donc le combat pour nous, les êtres humains, c'est de prier Dieu pour avoir la protection, que ce soit de jour comme de nuit. Il y a un proverbe donc qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais un comédien camerounais a fait comprendre que ce proverbe était un faux proverbe parce que depuis des années, il s'est toujours levé tôt, mais il n'a rien fait de bon dans sa vie à part faire la talako dans les rues du Cameroun afin d'avoir quelques pièces d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Ça, c'est selon lui. Selon moi, je vais simplement dire que ce proverbe est incomplet. Incomplet pourquoi? Ceux qui ont créé ce proverbe devaient plutôt dire, selon moi, comme je répète, que
le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt dans la prière. Parce que vous allez vous lever tôt et quand vous allez sortir comme des moutons, vous allez ramasser des entités, des ondes négatives qui se trouvent au lever, là dehors, qui vagabondent là dehors au lever du jour. Ces entités, ces démons, ces mauvais esprits se retrouvent là comment? C'est des gens. Observons que parfois nous allons dans des carrefours, quand vous levez tôt, vous allez dans les carrefours, vous trouvez que des gens ont fait des bains dans des calebasses et ils ont versé le contenu des médicaments là en plein carrefour. Et des fois, c'est aussi sur des avenues qu'ils le font. Donc, à chaque fois, si vous avez pour habitude de vous lever tôt, vous n'allez pas échapper à rencontrer des fétiches et autre chose mystérieuse, des objets mystérieux que vous allez rencontrer, trouver pendant votre sortie très tôt le matin. Donc, c'est pour faire comprendre que le mieux est de prier avant de sortir. Ne sortons pas comme des moutons de chez nous. Prions franchement avant de sortir. Mon histoire sur les réveils tôt se déroule donc ainsi. J'avais pour habitude, mon service me demande de me lever tous les jours tôt pour y aller faire la relève. Mais au fil d'un temps, j'ai commencé par tomber malade, comme quoi de mon jeune âge, j'avais ce qu'on appelle le nerf sciatique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le nerf sciatique, c'est une maladie dont la douleur est vraiment intense, quittant du dos jusqu'aux pieds. Donc, vous avez mal du dos jusqu'aux pieds, donc ça veut dire que vous avez même du mal à marcher, vous boitez quand vous marchez. Donc, des fois, vous ne marchez même pas. La seule position que vous pouvez adopter, c'est la position couchée. Ça fait franchement mal. Et de même, j'avais des violents maux de tête, la migraine, sans compter d'autres maladies qui me dérangeaient de temps en temps. Tantôt on va dire sur le palud, tantôt on va dire sur la typhoïde, mais dès qu'on part à l'hôpital, on ne voit rien. Bon, j'ai donc consulté une sage, une spirituelle, qui m'a fait comprendre que c'était des mauvais sorts, des mauvais esprits que j'absorbais à chaque fois que je sortais de chez moi. Et à cette époque, je ne priais pas franchement avant de sortir. Donc je sortais comme ça, comme je dis, comme je sortais comme un mouton. Et c'est où je récupérais donc involontairement ces entités, ces ondes négatives, voire maléfiques là, qui s'y trouvaient. Donc j'invite donc les uns et les autres à prier Dieu. Se réveiller tôt, c'est bien, mais se réveiller tôt dans la prière est encore mieux. Et pour les balades nocturnes, je tiens aussi à rappeler que dans mon lieu de service, j'avais une collègue qui était la première à arriver, donc elle venait toujours tôt. Et elle était deux fois la dernière à rentrer chez elle. Mais au fil du temps, elle aussi, elle a commencé à tomber malade. Elle allait voir un prêtre et le prêtre lui fait comprendre que c'est des entités dont elle ramassait des mauvais sorts que certains collègues jetaient à l'entrée du service. Donc ils déposaient ça à l'entrée du service pendant les rituels sataniques. Je ne sais pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous nos services, il y a toujours des gens, ça ne manque pas, qui sont là pour faire du mal aux collègues. Ils sont toujours entrés, ça ne manque pas, surtout dans les services publics, ça ne manque pas. Ils sont toujours là pour jeter des mauvais sorts, pour faire comment on appelle, des rituels sataniques. Je ne sais pas, c'est sûrement pour aspirer les étoiles, aspirer les chances, afin d'avoir des promotions. Ça ne manque jamais, franchement. Donc, prions Dieu. En toute chose, prions Dieu. Vous quittez votre maison, vous vous levez, dès que vous levez votre lit, vous faites votre prière, vous quittez votre maison, vous faites votre prière même en cours de route, vous arrivez à l'entrée du lieu de service, faites également une prière. Parce que
l'ennemi est partout. Et l'histoire pour le vagabondage nocturne, j'étais un jour en train de rentrer du service. C'était aux environs de 2 heures, si j'ai bonne mémoire. Et je me tenais là, au bord de la route. J'attendais une moto. Et effectivement, voilà donc une moto qui va dans le sens contraire de ma position, emportant 2 personnes. Donc j'ai 3 sur la moto. J'ai fait donc signe au petit, donc au conducteur de la moto. Je lui ai fait comprendre qu'au retour, il vient de me prendre pour me ramener. Il a répondu oui, il a accepté. Et il m'a dit, oui grand, je laisse les 2 passagers ici et je reviens vous chercher. Le petit est donc parti. Quelques temps après, il revient tout effrayé, transpirant. Il vient, il gare la moto devant moi et il s'assoit. Il s'assoit sur le trottoir. Mon petit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi qui lui pose la question. Il me dit, mon grand, c'est que je viens de voir là-bas, sur la route là. Si je vous dis, vous ne pouvez pas croire. Je lui dis, raconte. C'est où il me fait comprendre que en revenant, quand il a déposé les 2 clients au bosquet, en revenant, il voit un nain en train de traverser la route, comme quoi les pieds sont en l'air et la tête en bas. Donc le nain, la personne en question qu'il a vu dans le nain, donc c'est une personne de petite taille qui traversait la route de la tête en bas et les pieds en l'air. Qui n'avait jamais vu ça dans sa vie. Ça l'a effrayé. Et que la personne prenait son temps pour traverser la route tout doucement. Il a donc garé, il a attendu que cette personne-là entre dans la brousse et disparaître avant qu'il démarre sa moto avec la plus grande peur qu'il ressentait à l'instant. C'est donc pour faire comprendre que tant que vous allez être des adeptes du vagabondage nocturne, vous n'allez pas échapper, ou on ne va pas échapper à des phénomènes mystiques de ce genre. Parce que ça, il a seulement été victime d'un acte de sorcellerie. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Il y a certaines personnes dans la sorcellerie qui ont pour coutume de se déplacer de la sorte, dont la tête en bas et les pieds en l'air. Comme pour faire comprendre que nous sommes donc dans 2 mondes parallèles. Vous voyez le monde à droite, mais certains sorciers ou certains adeptes sataniques, eux, ils voient le monde à gauche, de telle sorte que eux, le ciel, c'est la terre. Pour eux, pour ces adeptes sataniques, le ciel, c'est la terre et la terre, c'est le ciel. Par contre, nous, c'est normal, le ciel reste ciel et la terre reste terre. C'était donc l'histoire que je tenais à raconter à la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul depuis la ville de Kribio au Cameroun. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les 2 mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible, invisible, voire obscur. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez pour que la communauté DMG puisse s'agrandir. Bon, aujourd'hui, je vais raconter une petite histoire que j'ai vécue avec une amie. Bon, l'histoire, c'est mon histoire, mais voilà, j'étais avec une amie quand ça s'est passé. Excusez-moi. Donc, du coup, je vais titrer l'histoire Amitié improbable et maléfique. Donc, c'est un ami. Bon, ce n'est plus un ami, c'était un ami, un monsieur de pratiquement la trentaine qui me faisait la cour. Et à cette époque-là, j'avais pratiquement 16 ans, 15 ans, 16 ans par là. 15 ans, 16 ans par là, parce qu'à cette époque-là, ma maman m'avait chassé de la maison. Donc, pour la parenthèse, je suis au Gabon, à Libreville. Voilà, donc c'est ça. Donc, en ces temps-là, ma maman m'avait chassé de la maison. Comme elle faisait une dépression et tout, et je venais de perdre mon papa il n'y avait pas longtemps. Donc,
voilà, j'étais hors de la maison et tout. Du coup, je restais avec des amis. Donc, j'ai fait la connaissance de ce monsieur-là qui me draguait. J'avais pratiquement 15-16 ans par là. Et j'étais de tempérament très, très chaude. Donc, moi, j'étais du genre, voilà, si quelque chose... Et je suis toujours comme ça. Donc, si quelque chose ne me plaît pas, voilà, je le dis et je ne refoule pas mes sentiments. Voilà, je ne refoule pas ce que je pense, je ne refoule pas ce que je cache. Je le dis. Donc, s'il fallait s'énerver, je m'énervais avec le monsieur, en fait. Donc, il faisait des trucs un peu genre bizarres comme, voilà, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Donc, moi, je lui ai clairement dit que moi, je ne veux pas sortir avec toi parce que déjà, tu es âgé et tu ne m'intéresses pas. Voilà, ce n'est pas ma génération. Mais le monsieur me rendait des services. Voilà, si j'ai besoin d'un truc, je peux l'appeler, il me rend service. Et c'était le genre, il se connaissait avec toutes mes sœurs. Bon, pas mes sœurs, ce sont mes amis. Mais voilà, aujourd'hui, on a créé une petite famille. Donc, je vais dire, ce sont mes sœurs. Donc, il était ami à toutes mes sœurs. Donc, toutes mes soeurs aussi l'appelaient pour l'emmerder là-bas. Service par-ci, service par-là. Mais il était toujours présent. Donc, du coup, il était un peu comme, voilà, notre ami, voilà, qui nous rend service. Si on a besoin d'un service, on peut l'appeler. On peut toujours compter sur lui. Mais entre-temps, parmi toutes mes soeurs, parce qu'on était pratiquement 7, parmi l'une d'entre elles, il y a une qui a eu à avoir des rapports sexuels avec le monsieur, sans que moi je ne sache. Donc ma soeur est arrivée jusque chez lui et tout. Entre-temps, j'ai fait avec le monsieur pratiquement 6 ans d'amitié. Donc il me draguait pendant 6 ans. Il m'a dragué pendant 6 ans. Et une fois, il m'a invité chez lui et tout. Donc je suis allée avec mes 2 sœurs. Et bizarrement, mon cœur ne donnait pas. Et puis on n'était pas très loin. On n'était pas très loin, c'était juste, moi je suis dans un quartier, lui il est dans l'autre quartier, mais c'est juste à côté. Donc c'est pratiquement 45 minutes pour arriver chez lui. Mais bizarrement, mon cœur ne donnait pas pour aller chez ce monsieur-là. Et une fois on est allé avec une amie, avec 2 de mes amis même. On est parti, on a mis peut-être 1 heure de temps là-bas. Après je suis rentrée. Franchement, je ne voulais pas mettre du temps là-bas. Il nous a bien reçus et tout. Une fois, mon téléphone s'est cassé. Donc, comme j'ai 2 téléphones, les 2, il y a un qui s'est déjà cassé depuis, donc le deuxième que j'utilisais aussi s'est cassé. Et comme je travaillais en ligne avec le téléphone, donc voilà, j'étais un peu pénalisée. Et cette période-là, je n'avais pas de sous. Donc, bon, j'avais une moitié, mais il manquait encore pour compléter. Donc, il me manquait pratiquement 15 000 par là. J'ai appelé le monsieur et tout. J'ai dit, oui, pardon, est-ce que tu peux me trouver une somme de 15 000? Je vais aller réparer le téléphone parce que là, l'écran s'est cassé et tout. Et ça me pénalise un peu, je n'arrive pas à travailler. Il m'a dit, ok, d'accord, donc passe le soir à la maison. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Fais-moi un signe. Le gars me fait signe, il est pratiquement 21 heures par là. Et en ce moment-là, j'étais avec une amie à la maison parce que là, j'étais déjà retournée chez ma maman. Donc, on va dire que ça fait 2 ans que cette histoire-là a eu lieu. Donc, j'étais avec une amie, mais qui priait beaucoup. Elle priait beaucoup. Et à cause d'elle aussi, j'étais maintenant, pas un peu, mais j'étais maintenant ancrée dans la parole, ancrée dans la prière parce que, comme mon papa est décédé, on a eu beaucoup d'attaques. Donc, ma mère nous a beaucoup dirigés vers la prière. On lisait des 4 pages de prière avant de dormir et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, ma copine en question, elle priait beaucoup. Et quand le gars était venu chez moi une fois, il m'a touché le pied. En fait, je ne suivais pas. Il m'a touché le pied et il m'a baisé le pied. Quand il me baise le pied, au niveau du tendon, ça s'enfle. Sur place, hein, ça s'est enflé sur place. Ça n'a même pas attendu 5 minutes. Ça s'est enflé. Donc, quand je touche comme ça, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dedans. J'entends du bruit, genre comme s'il y avait de l'eau, comme si c'était une ampoule. Mais c'était vraiment grosse, en fait. Ça s'est enflé, mais c'était grosse. La boule là était vraiment grosse, mais c'était vide à l'intérieur comme s'il y avait une ampoule. Et je lui ai dit que ce que tu es en train de faire là, je ne suis pas d'accord. Et c'est la première et la dernière fois que tu attrapes mon pied pour me baiser le pied, parce que je n'aime pas ce genre de comportement là et tout. Et lui, c'était quelqu'un, comme je disais, c'est comme s'il n'avait pas toute sa tête. C'est comme s'il n'était pas bien dans sa tête. Mais moi, j'ai compris après que c'est pas qu'il n'est pas bien dans sa tête, en fait. Il est bien dans sa tête, mais sauf que c'est nous qui n'arrivions pas à suivre, donc à suivre le monsieur, en fait. Entre-temps, le monsieur est bien dans sa tête, mais c'est nous qui n'arrivions pas à suivre, parce que, on va dire, il parlait entre parenthèses en énigme, en fait. Donc, voilà, le gars,
quand ma soeur m'a dit non et tout, c'est pas bon, il faut arrêter de faire ce que tu fais là. Comment tu touches le pied de ma soeur et puis ça s'enfle et tout. Il dit non, mais où ça s'enfle comment? Ça s'enfle. Monte d'abord, ça s'enfle. J'ai dit non, ne touche pas mon pied et tout. Laisse, ça va partir. Je saute de prier de mon cœur et tout. Donc là même, je saute beaucoup de détails. Donc et tout, ma soeur lui a dit que ce que tu es en train de faire là ne va pas aboutir, il faut arrêter ça. Ce que tu es en train de faire là, il faut changer ça. Parce qu'il disait tout le temps, il avait cette... Et pendant 6 ans que j'ai connu le monsieur, le gars disait tout le temps, oh d'ici janvier ça va aller mieux, je suis allé voir un gars qui va me soigner et tout pour ma tête parce qu'il disait qu'il n'allait pas bien, on le persécute beaucoup, sa famille le persécute, machin et tout. Comme sa maman, c'est la femme d'un ministre, c'est la première femme d'un ancien ministre ici, à Libreville. Donc, il disait que ses parents le dérangent et tout. Il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, d'ici janvier, ça ira. Moi, j'ai compris que d'ici janvier, là, c'est tout le sacrifice qu'il fallait qu'il donne pour que ça aille. Hey, DMG, le gros cœur, les longs yeux, le jaw, qui ça m'a calé au cou, ce moment-là. Voilà, maintenant, moi, je me lève, j'ai dit non, accompagne-moi, je peux partir chez le gars là seul. Parce que, en fait, moi, je suis beaucoup intuitive. Donc, si mon intuition me parle là, j'écoute mon intuition, en fait. Et moi, je suis comme ça. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Même quand je sors avec quelqu'un et que, voilà, que la personne me trompe, automatiquement, je sais. Bon, pas instantanément, pas sur le coup, mais quand je commence à soupçonner, c'est que c'est vrai, en fait. Je finis par découvrir ce que j'ai à découvrir. Donc, c'était un peu ça. Donc j'ai dit à ma copine que moi je veux pas aller là-bas seul. Donc tu vas m'accompagner. Je suis allée avec mon ami et tout. La route là on est passé, on a pris un petit raccourci. La route là on est passé là, elle était bien. Quand on est parti, on sait que DMG quand j'arrive d'abord c'est le genre de maison, genre tu vois les chalets en bois là, les grands chalets en bois. Donc quand tu arrives, le chalet, on est passé par la cuisine, mais la cuisine est complètement ouverte. Donc, il n'y a pas de porte. Quand tu viens, tu rentres directement, c'est la cuisine et tout. Mais entre-temps, il y avait un autre passage. Donc, l'autre côté, donc, quand on arrive chez lui, c'est une allée. Des deux côtés de l'allée, c'est la forêt. Et un côté de la forêt, il y avait des étangs là où il y avait soi-disant des crocodiles et tout et tout. Donc, quand on arrive d'abord, quand on traverse le seuil de la porte, on voit une dame qui sort d'un coin de la cuisine. Mais comme moi, j'essaie de regarder de là où la dame sort avec le plateau des safou. Je ne sais pas si vous connaissez les Atanga, le plateau des safou. Elle avait ça en main. Elle sortait. De là où elle sortait, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de porte. Tu vois, genre, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi Tom et Jerry là. À certains épisodes, on a montré, il y a une dame, une maman noire là et tout qui était à la cuisine. Je ne sais pas si vous voyez, genre les femmes d'avant, comme des esclaves là, avec des tabliers blancs, des esclaves qui travaillaient pour des blancs là, genre avec les tabliers, grosses robes au fond, grosses mamans noires et tout. J'ai d'abord tiqué que, je suis venue dans quoi? Oh, ça c'est ma mère, bonsoir. Ah, c'est mon ami dont je te parlais là. J'ai dit que, qui est, ça c'est quelle histoire? Oh, allons, on va là à l'étage. J'ai dit, ok, on a salué la maman. La maman n'a même pas répondu bonsoir. Elle a répondu que, bonsoir maman. Ah, ok, d'accord. On est allé à l'étage et tout. Il a fait descendre une bouteille parce qu'ils font dans des trucs du genre, ils fabriquent des bouteilles peut-être de vin alcoolisé avec des fruits et tout en fait. Donc ils faisaient de petits cocktails de bouteilles, caviar d'Atanga, et ils faisaient des cornichons à base de gombo. Donc il faisait des cornichons à base de fruits de gombo. Donc il m'en avait donné un pot autant pour moi parce que j'aime beaucoup le cornichon. Voilà, donc il a fait des cornichons à base de gombo. Et c'était vraiment bon en fait. Donc quand je suis arrivé, le gars m'a donné un pot. Il a fait sortir un peu de caviar d'Atanga quand on le bouffer et tout. Avec du pain. Donc je suis allée me soulager. Quand je vais me soulager, ma soeur m'accompagne. Et franchement, dans la maison, DMG, c'est forestier. C'est vraiment forestier. Tu vois, bambou de Chine par ici, bambou de Chine par là-bas. C'est des écorces, pour ceux qui connaissent, des écorces de je sais pas, 4 côtés. Il y a un genre de bois là qui se plie comme ça là. Et puis ça fait sortir des petits trucs comme des petits cailloux. Genre des espèces de pierres, genre plates, noires comme ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, ça tombe d'un arbre. Je pense qu'on lave même des moments avec quand elles viennent d'accoucher des jumeaux et tout. Accroché un peu partout. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez spirituel, parce que ma grand-mère, côté paternel,
Elle était, tradipraticienne. Elle était tradipraticienne. Donc, chez nous, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de spiritualité. Bon, depuis qu'elle est morte, il n'y a plus trop ça, mais il y en avait beaucoup. Et moi, j'étais tout le temps avec ma grand-mère. Donc, quand elle soignait des malades, elle recevait des consultations. Moi, j'étais toujours là avec elle, en fait. Donc, je ne sais pas si elle m'a mis quelque chose, mais je suis quelqu'un, voilà, beaucoup spirituel et tout. Donc, quand je vais me soulager, bon, je ne sais pas, j'aperçois une dame sur le miroir, mais je n'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Et ma copine aussi a vu la même chose. Mais on s'est seulement regardé. On s'est regardé, on n'a pas parlé, on est sorti. Quand je sors de la douche, ma soeur va s'asseoir, il m'appelle, il m'amène dans la chambre, il me parle et tout. Oui, tu sais comment je veux de toi, je veux sortir avec toi, machin et tout et tout. Je dis, mais attends. Donc, tu es sérieux que, en fait, c'est moi que tu veux, quoi. Tu es vraiment sérieux que, quoi, à cause d'une somme de 15 000 francs, tu veux maintenant me coucher et tout. Si tu ne veux pas ou que tu ne peux pas me donner ton argent, pardon, garde. Ce n'est pas à cause de 15 000 francs que je vais avoir des rapports sexuels avec toi. Depuis que toi et moi, on est là, on se fréquente. C'est pas à cause de 15 000 francs que tu m'as d'ailleurs donné plus de 15 000 francs. Donc, c'est pas à cause de 15 000 francs que tu vas, que je vais sortir avec toi et tout. Et je me suis vraiment fâchée avec lui. J'ai dit, mais c'est quel comportement? Si tu savais que c'était ça, fallait me dire, je ne venais pas. Et puis, j'ai cherché ailleurs et tout, voilà. Au lieu de me faire déplacer pour venir me raconter des conneries du genre. Tu sais bien que moi, je t'ai déjà dit que je ne peux pas sortir avec toi et tout. Ok, ne te fâche pas, je vais te donner 10 000. J'ai dit qu'au lieu de me donner 10 000, hein, garde ton argent, mange avec ça, c'est mieux. Parce que moi, je n'ai pas besoin de 10 000. Je ne sais pas que tu vas me donner 10 000. Ce que je vais faire avec. Et je précise que il y avait un de ses cousins là. Et son cousin aussi, il était un peu genre, voilà, tête ailleurs aussi, comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Donc, ma soeur est en train de parler avec lui et tout, et tout, et tout. Après, à un moment donné, il appelle ma soeur à la chambre. Non, moi je veux que vous dormiez. Voilà, moi je veux que vous dormiez ici. Je ne sais pas pourquoi ta soeur fait ça. Il est déjà 23 heures. C'est pas risqué, c'est pas assez risqué que vous rentrez à l'heure là et tout, et tout. J'ai dit que moi là, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Déjà, je ne suis pas loin et je n'ai pas prévu dormir dehors. Et quand tu appelles ma copine pour aller lui dire que tu veux que je dorme ici, là, c'est moi qui suis la grande sœur. C'est moi qui l'ai amenée ici. Donc, ce que je décide, là, elle exécute. Parce que on est que c'était ma copine, c'est ma petite sœur. Donc, et même si on est amis, il y a ce respect-là qui reste. Donc, je lui ai dit que non, tu laisses ma petite sœur tranquille. Je lui ai demandé à ce qu'elle vienne se rasseoir. Et j'ai demandé sur le coup qu'on parte. J'ai dit non, moi je ne veux plus rester ici. On n'a qu'à partir et tout. Mais entre-temps, il y a des trucs qu'il racontait que moi-même je ne me rappelle plus. Mais qui étaient vraiment bizarres. Il parlait de sciences bizarres, de trucs parallèles. Et comme moi j'étais déjà en colère en fait, je n'avais plus la tête à ça. J'ai pris le pot de gombo qu'il m'a donné. Il nous a accompagnés. Quand il nous accompagne, il y a son frère qui prend un long, gros bâton. Un long et gros bâton. Ma soeur a eu peur. Donc, elle a eu peur. On a laissé partir le gars devant. Moi, j'étais derrière le gars. Et son cousin qui avait le bâton était derrière moi. Donc, ma soeur lui a dit avance. Elle ne voulait pas se mettre au milieu pour qu'on soit vulnérables toutes les deux. Donc, elle dit que, quand peut-être ils veulent nous taper le bâton ou quoi que ce soit, au moins quelqu'un reste avec les yeux pour surveiller derrière. Donc, on marche. Quand on marche, on sort de la maison. Sa maman est dans une pièce, en fait, dans le noir. Elle est dans une pièce dans le noir. Elle est en train de faire des signaux du téléphone. Donc, tu vois les petits allô, la torche, là. Elle fait des signaux comme ça. Elle allume la torche et l'éteint. Elle allume la torche et l'éteint dans le noir. Après, quand on dépasse la salle, il allume la lumière. Il dit, bon, maman, moi, je vais les accompagner. J'arrive. On n'a pas écouté la voix de la dame répondre. Quand on sort, on est en train de marcher. Après, moi, je vois ma soeur, elle décale. Elle va à l'autre côté de la route. Elle est en train de marcher. Mais moi, je n'ai pas compris parce que j'étais déjà en colère. Ah, c'est maintenant, après qu'elle m'a raconté que le côté où moi je marchais là, de l'autre côté là, il y avait un petit garçon qui avait le dos tourné avec le haut blanc et il y avait des esprits qui étaient alignés là. Et entre temps, quand il marchait, parce que moi j'étais devant, comme je disais, j'étais fâchée, j'étais vraiment fâchée, donc j'étais devant et eux ils étaient derrière. Donc entre temps, derrière moi, ils essayaient de contrôler ma tête, de faire ce que je puisse accepter de faire ce qu'eux ils veulent que je fasse. Et Seigneur, on est en train de marcher. Le petit raccourci, on a pris pour arriver là. À un moment donné, ça sent la torche indigène. Je regarde ma copine, je dis, mais ça, c'est quelle histoire? On est passé, elle avait bien. Si on est passé, c'était bien, autant pour moi.
C'est pas que nous sommes des jours de week-end où on va dire que les gens dansent, vont danser, vont faire les veillées traditionnelles et tout. Mais ça, c'est quelle histoire? Je te jure que DMG, le gars, il nous a laissé quelque part là. Donc, quand on est en train de parler et tout, ma soeur a touché le t-shirt de son cousin. Et elle a senti le crucifix, elle a senti la chaînette, elle a senti une chaînette. Elle a dit, c'est ce que je voulais toucher normalement. Mais qu'est-ce que tu fais avec le crucifix? Tu es jeune, mais tu veux te gaspiller. C'est quoi ton problème, machin et tout? Tu vois? Et le bâton que le gars avait, il a donné à ma soeur. Il donne à ma soeur, il dit non. Quand tu pars avec ça à la maison, ça va te protéger. Ma soeur a dit que si je prends ma main, je touche ça. Même le bâton et toi-même, vous pouvez prendre le feu. Parce que moi, je le sens, le feu du Saint-Esprit en moi. Donc, si je touche ton bâton là, ça ne va pas aller pour toi. Donc, mieux tu retournes avec ton bâton. Et tout ça là, elle parlait ça derrière moi. Mais j'étais attentif. Donc, j'écoutais ce qu'elle disait. Mais je me disais, mais qu'est-ce que ceux-là, ils sont en train de parler là? Ils sont en train de parler de quoi et tout. Entre-temps, le gars m'a remis les... Il m'a même pas remis 14, il m'a même pas remis 15 000, il m'a remis 14 000 francs. J'ai dit, bon, 1000 francs, c'est pas dur à compléter, je vais compléter. Puis, voilà, je vais partir ranger mon téléphone le matin. DMG, dès qu'on se sépare, on te dit, je suis prise d'un froid. Mais d'un froid glacial, digne je sais pas, du pôle Nord. Je te dis, DMG, j'avais froid, les frissons. La chair de poule, les poils se sont tendus, là, je n'ai rien compris. Un cœur me dit non, appelle un de tes amis qui est au quartier là-bas. Dis-lui de venir vous chercher. J'appelle. À un moment, le gars décroche. Il dit que, oh Seigneur, Dieu merci. Tu es où? Viens nous chercher parce que là où je suis là, je te jure qu'il y a quelque chose qui se passe et je ne sens pas ça bien. Il me dit, ok, j'arrive. Le gars dormait. Il me dit même, je voulais éteindre mon téléphone. Même quand il m'a demandé de ne pas éteindre le téléphone. J'ai peut-être appelé 10 fois avant qu'il ne décroche. On te dit que DMG, on arrive à un niveau où on est entre une longue barrière et l'autre côté, ce sont des arbres qui sont alignés là. Donc, le côté là, nous sommes en train d'aller vers l'avant. Donc, nous sommes encore au niveau, il y a la lumière. Mais devant nous, il y a le noir. DMG. Je te dis que je ne sais pas. Regarde l'ombre. Une ombre, mais vraiment gigantesque. Non, c'est que... Je te parle même, j'ai encore des frissons. Une ombre, comme si c'était, je sais pas, la taille de 2 ours. On te dit ça court depuis dans les arbres là-bas. Ça vient frapper dans la barrière. Boum! Je regarde ma copine me regarde. Ça quitte encore de l'arbre là-bas. Ça rentre dans la barrière avec la pression. Boum! Et tu dis que j'ai les larmes ont commencé à couler. Je regarde ma copine, je dis que tu as vu ça. Elle me dit, je pensais que j'étais la seule à avoir vu ça. DMG. Prier, quand on a commencé à taper sur place, à enlever les babouches, commencer à prier. Entre-temps, mon ami là m'appelle que tu es où? J'ai dit non, je suis là au niveau du trou et tout. Viens me chercher. Il vient nous chercher comme ça, il dit qu'il vient nous trouver, on est en panique. On est en panique, en larmes, en prière, en louange, en adoration. Le gars vient là-bas, il se moque de nous, mais vous avez quel problème? Laisse-moi t'expliquer à la maison. Le gars est en train de se moquer de nous. On te dit que entre temps, quand on est en train j'ai même les frissons. Entre temps, quand on est en train d'avancer comme ça, la DMG, je te jure que la femme là, elle vient carrément vers moi. Donc la maman du gars qu'on a laissé à la maison, elle vient carrément vers moi. Donc je suis en train de marcher, elle vient vers moi. Mais regarde la vitesse. On te dit, je suis seulement en train de prier. Je dis que Seigneur Jésus, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que ton bâton et ta boulette me protègent. Je dis que DMG, regarde comment elle me dévie. Elle me dévie, elle disparaît. On avance. Voilà la dame là posée sur une voiture cassée là-bas avec les mains croisées en train de nous regarder. Et c'était la route des cimetières. Je dis que moi là, je ne peux pas passer la route là. On va faire le grand tour s'il faut. On va faire le grand tour parce que moi je ne peux pas passer là. Ce que je viens de vivre là, pardon, c'est déjà suffisamment bon pour moi. Déjà que dès ma petite enfance, j'ai beaucoup vécu des histoires mystiques parce que j'ai perdu mon père à 7 ans. Donc j'ai dit que pardon, c'est bon, c'est déjà de trop. Allons-y à la maison, on passe par la grande route. On a pris la grande route, on arrive à la maison. On dit qu'on arrive à la maison comme ça, DMG, j'explique au gars ce qui s'est passé. Même l'argent qu'il m'a donné là, j'ai prié d'abord dessus, j'ai prié. J'ai dit que la personne qui va recevoir l'argent là, que s'il a décidé de bloquer cette personne au nom de Jésus, j'ouvre les portes de cette personne là, que la personne qui va recevoir ce billet là soit multipliée et tout. J'ai prié. J'ai dit que DMG, quand j'explique au gars que voilà ce qui s'est passé, lui-même il pleure maintenant. J'ai dit que oh, tu pleures maintenant, tu ne ris plus. Tu pleures maintenant, tu ne ris plus. J'ai dit au gars là que nous tous on va dormir ici là dans la maison. On va dormir dans ma chambre là, on va se serrer, on va dormir. Allez, que chacun s'allonge. On dit que DMG, au niveau de 4 h du matin, 3 h du matin, c'est la dame là qui nous réveille.
Elle est assise dans la maison. Parce que quand on est d'abord rentré, on a tout fait entrer. Toutes les babouches qui étaient dehors, les assiettes, la vaisselle, même sale qu'on devait laver demain matin. On a dit on ne laisse rien dehors, on a tout fait rentrer. Tout ce qu'on devait toucher le lendemain matin, on a tout fait rentrer. Voilà la dame là qui apparaît à 4 h du matin avec le bâton. Donc le bâton là, c'était quoi? Le serpent. Quel jour qu'on va nous manger. Donc c'était nous qu'on devait préparer le jour là. C'était nous qui devions passer à la casserole. C'est nous, bon, c'est pas nous, c'est moi qu'on devait manger le jour là. C'est moi qu'on devait préparer. Mais comme ma soeur était là, elle est gênée parce qu'elle est prise, c'est ce qui a fait en sorte que eux, leur plan n'aboutisse pas. Donc, c'est moi qu'on devait manger, on devait préparer. J'ai dit que Seigneur. Et j'ouvre la parenthèse en disant que le pot de gombo qu'il m'a donné, quand j'ai vu l'ombre là, j'ai jeté ça du côté, l'ombre est sortie. J'ai jeté ça du côté où l'ombre est sortie. Après, je suis partie à la maison. Donc, on est arrivé à la maison au niveau de 4 h du matin. Voilà la dame qui vient, qu'elle vient nous déranger. On a commencé à prier. Retourne chez toi. On ne te connaît pas. On n'a pas de lien avec toi au nom de Jésus. Machin. On te dit que ma mère qui était même de l'autre côté a dormi. Elle n'a rien écouté. Rien. 6 h du matin, le gars appelle sur mon téléphone. Oui, allô? Tu as mangé le pot de gombo que je t'ai donné hier. C'est ma soeur qui décroche. Sorcier, ne l'appelle plus. Plus jamais tu vas couper son numéro, espèce de sorcier. Elle a commencé à l'insulter, le gars, insulter. Le gars rit, il dit, mais oh, tu as quel problème? Il ne pose même pas la question de savoir que pourquoi je me traite de sorcier et tout. Il dit, mais oh, tu as quel problème? Passe Mélodie le téléphone, parce que je m'appelle Mélodie. Passe Mélodie le téléphone, machin. Il dit, ne l'appelle plus. Espèce de sorcier, machin et tout. Tu ne nous as pas eu, tu ne nous auras jamais. Oh, on te dit que DMG, est-ce que ça dort? Le même jour, voilà, mon train de sortir, voilà le gars. Oh, je sais que je me suis seulement caché, DMG. Il m'a vu seulement que sorcier, ne m'approche pas. Je dis que sorcier, ne m'approche pas, ne me touche même pas, ne m'approche pas. Il est resté à me regarder à distance. Je dis que si tu m'approches, je te jure que je vais te taper un scandale là et tout. Jusqu'à aujourd'hui, là, le gars là et moi, on se voit, on se regarde tellement. On se regarde tellement. Donc, vraiment, faites attention. La morale de l'histoire, c'est que quand vous savez que vous ne voulez pas d'une relation quelconque avec une personne, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit fraternel, dites à cette personne-là clairement que non, je ne veux pas être en relation avec toi. Je ne veux même pas te fréquenter. Parce que ça ne sert à rien de savoir, de connaître les intentions de la personne. Et voilà, d'être toujours avec la personne ou de laisser encore de l'espoir, de laisser miroiter la personne et tout en se disant que bon, peut-être un jour, voilà. Donc, c'est pas bon. Il faut éviter de donner espoir aux gens. Si tu ne t'accordes pas avec une personne, autant tu enlèves ton corps. Donc, c'était ma petite histoire et puis je reviendrai pour d'autres histoires mystiques. Sur ce, merci et bonne journée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12 h pour une nouvelle vidéo.